en Russie et qui a été un témoin attentif de la transition politique, fin du communisme, période d'Eltsine et Poutine. Et on pourrait même dire qu'il y a deux Poutines. Le livre qu'il va vous présenter, je vous demanderai de lui faire un sort. C'est une somme, le siècle Russie, pour bien montrer que quoi qu'il arrive, la Russie, ou la Sainte Russie pour certains, a marqué notre époque. Et on le voit à l'heure actuelle, entre autres, si on est tant soit peu attentif aux aléas de la géopolitique. Et on voit très bien comment les anglo-saxons sont très gênés de ce qui se passe, en particulier au Moyen-Orient. C'est un livre collectif que M. Pluvinage présente. Il y a plusieurs axes. Moi, celui qui m'a le plus passionné, c'est la troisième partie, c'est la culture russe, qui est vue d'un point de vue, malgré tout, très particulier, sociologique, ou on pourrait dire germanique, plus que français. Bon. Première partie, vous avez une série de témoignages, puis des réflexions. Entre autres, je vous conseillerais de lire celle du prince Tourbeskoy, qui est le président du dialogue franco-russe. Donc ce soir, vous allez nous parler de la Russie, telle que vous l'avez connue concrètement, de la fin Gorbatchev à nos jours. Je pense que j'ai assez dit. Merci. Il n'était pas question ce soir de vous présenter le livre, de vous en parler en détail. J'ai donc choisi un angle particulier. J'ai choisi un angle qui va nous amener à la situation politique et géopolitique actuelle. Comme le disait frère Thierry, j'ai vécu longuement en Russie. Je suis arrivé à Moscou en mars 92, c'est-à-dire 3 mois après la disparition officielle de l'URSS. Et j'y suis resté jusque fin 2007. J'ai donc vécu cette période très rock'n'roll des années 90. Ce soir, j'aimerais vous parler rapidement de Mikhail Gorbatchev, parce que c'est à cause de lui que tout est arrivé. Assez rapidement de Boris Yeltsin, quoique les années 90, c'est une importance dans l'histoire de la Russie et aide beaucoup à comprendre la Russie. Cela dit, je le décris en détail dans le livre. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment la Russie a évolué de cette période de fin de l'Union soviétique, de faiblesse, je dirais même de chaos économique, politique et social, pour se redresser et reprendre aujourd'hui une place importante au niveau international, sinon au plan militaire, en tout cas au plan diplomatique et moral. Donc, Mikhail Gorbatchev est le responsable de la disparition de l'URSS, c'est en tout cas ce que les Russes pensent. Lorsque je suis arrivé à Moscou, ma première grande surprise, c'était l'opinion que les Russes avaient de leur ancien président. Vu du côté occidental, c'était un grand président. Chute du mur de Berlin, fin de la guerre froide, prix Nobel de la paix. Pour les Russes, c'était le plus mauvais président qu'ils aient jamais eu. Ce poste, cet honneur douteux a été pris ensuite par Boris Yeltsin. Donc, de 85 à 91, Gorbatchev a essayé de changer la Russie. Il avait un plan, il avait une idée, mais c'est la mise en œuvre qui n'a pas suivi. Au moins au plan intérieur. Au plan intérieur, son plan, c'était la perestroïka et glasnost. Glasnost, c'est, disons, pour faire simple, c'est la disparition de la censure. La perestroïka, c'était l'autorisation progressive de créer des sociétés commerciales. On sortait de 70 ans d'un régime qui ne reconnaissait pas la propriété individuelle.
on a commencé à créer des sociétés commerciales, privées, dans les années 87-88, avant même la disparition de l'URSS. Et sur le plan de la politique étrangère, je n'entrerai pas dans le détail, c'est quelque chose que l'on connaît bien. Je voudrais juste inciter sur une chose, on a trop tendance, à mon avis, en Occident, de considérer que la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire la fin de la guerre froide et la fin du communisme sont une seule et même chose. Un, ce n'est pas la même chose. Deux, ça ne s'est pas produit au même moment, puisque on peut dater la fin de la guerre froide de la réunion qui a eu lieu à Malte entre Mikhail Gorbatchev et le président Bush, Bush père, en décembre 89, réunion au terme de laquelle ils ont publié un communiqué commun dans lequel il était écrit la guerre froide est terminée et elle est terminée sans vainqueur ni vaincu. Nous ne nous considérons plus comme des adversaires. Les États-Unis ont tenu cette position pendant quelque temps. En fait, ils l'ont tenue jusqu'à la campagne électorale, la campagne présidentielle suivante, où M. Clinton a décidé que, tout compte fait, c'était quand même un argument électoral très important, et il a commencé à expliquer que les États-Unis avaient gagné la guerre froide, et qu'ils avaient vaincu le communisme. Ce qui a créé une grande surprise chez les Russes, qui, eux, étaient convaincus que c'est eux qui étaient venus à bout du communisme. Donc, les réformes à l'intérieur ont été combattues par toute l'administration, et Gorbatchev, qui s'occupait beaucoup plus de politique étrangère que de politique intérieure, n'a pas géré correctement ses propres réformes. Résultat, putsch en août 91, tentative de renverser Gorbatchev et de revenir en arrière, tentative qui a échoué. Elle a échoué principalement parce que la population s'y est opposée, les moscovites sont sortis dans la rue, et les putschistes se sont trouvés devant un choix terrible, renoncer ou faire tirer sur la foule. Grâce au ciel, ils ont préféré renoncer, et donc c'en était fait du putsch d'août 91. Mais derrière, tout a continué à se déliter, et pour finir, en décembre 91, 3 présidents de républiques soviétiques, le président de la République soviétique de Russie, le président de la République d'Ukraine et de Biélorussie, se sont réunis dans la campagne à côté de Minsk et ont signé un accord au terme duquel ils constataient la disparition de l'URSS comme sujet de droit international. Là-dessus, Gorbatchev, qui aurait pu faire quelque chose, on ne réécrit pas l'histoire, mais enfin beaucoup de Russes pensent que s'il avait fait arrêter ces 3 personnes, il aurait stoppé le mouvement. Mais il l'aurait stoppé pour combien de temps? Le mouvement était lancé. Il ne l'a pas fait. Le 25 décembre, il a donné sa démission. Et à la fin du mois de décembre, 11 des 15 républiques soviétiques, ex-républiques d'Union soviétique, ont signé un accord constatant également la disparition de l'Union soviétique et se mettant d'accord sur le fait que c'est la Fédération de Russie, enfin la future Fédération de Russie, qui récupérerait le siège au Conseil de sécurité et l'arme nucléaire. Du jour au lendemain, donc, on passe d'une économie qui ne reconnaît pas la propriété privée à ce qu'on a appelé tout de suite l'économie de marché. On a du mal à imaginer ce que ça représente. Parce qu'on a changé de jeu, mais on n'a pas changé les règles du jeu. Des lois, on doit les faire. Mais quand on fait les choses dans l'ordre, on doit commencer par faire une constitution. L'URSS a disparu en décembre 91. La Fédération de Russie a été dotée d'une constitution en décembre 93, 2 ans plus tard. Pendant 2 ans pendant lesquels, sauf à être anglais, ce qui n'était pas le cas des Russes, on ne peut pas faire de loi.
Donc on continue à fonctionner avec comment? Avec les anciennes lois. C'est un petit peu comme si on avait joué au jeu de loi pendant 70 ans et qu'au bout de 70 ans, je vous dise, bon écoutez, vous n'en avez pas marre du jeu de loi? Et vraisemblablement, vous me répondrez, si quand même. Dites, bon, bah ok, c'est bien, j'ai une boîte de jeux ici, ça s'appelle Monopoly. Jouons au Monopoly. J'installe le jeu, et au moment où le premier joueur va lancer les dés, je dis, ah, petit détail, j'ai pas la règle du jeu. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va commencer à jouer au Monopoly avec la règle du jeu de loi, et on inventera la règle du Monopoly en jouant. Sauf qu'il y avait 143 millions de joueurs, et que la rue de la Paix valait plusieurs milliards de dollars. Donc voilà l'ambiance générale. Là-dessus, la Russie n'a pas d'argent, la Russie doit emprunter de l'argent. Elle se tourne vers la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Vous connaissez les méthodes du Fonds monétaire international, on vous prête de l'argent, mais thérapie de choc. C'est quoi la thérapie de choc? Eh bien c'est privatisation, dérégulation et une baisse extrêmement forte des dépenses sociales. Si le patient n'en meurt pas, il a des chances éventuellement de s'en sortir. Dans la foulée, on a donné une première tranche de prêt à la Fédération de Russie. Alors c'est tout à fait subtil et la méthode est utilisée encore. Récemment, la méthode a été utilisée avec la Moldavie qui n'a pas encore digéré la surprise. On vous prête 5 milliards 600 millions de dollars. Et ces 5 milliards 600 millions vont être utilisés pour former vos cadres à la nouvelle économie. Et d'ailleurs, les milliards, on ne va pas vous les donner directement, on va les donner directement aux sociétés de consultants qui vont venir vous aider à réorganiser votre pays. Mais en attendant, les 5 milliards 600 millions sont quand même portés au débit de votre compte au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale. Et alors, la thérapie de choc, ça a été dérégulation, on libère les prix. Conséquence immédiate, inflation 2500%. Alors qu'est-ce que ça veut dire, inflation 2500%? C'est pas théorique. Concrètement, ça veut dire que l'argent que vous avez à la banque ne vaut plus rien, ou presque plus rien. J'ai des amis qui avaient 2 filles. La grand-mère a vendu son appartement. Elle a donné la moitié à une de ses petites filles, l'autre moitié à sa deuxième petite fille. La première qui travaillait déjà s'est acheté un appartement. La deuxième qui ne travaillait pas a dit « je vais mettre l'argent à la banque et j'achèterai un appartement quand j'aurai un métier ». Elle n'a jamais acheté son appartement. Et ensuite, on a procédé aux privatisations. Là aussi, je pourrais vous faire sourire pendant 1 heure ou 2 avec la façon dont se sont passées les privatisations. Imaginez, on privatise des entreprises en les vendant à des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une action, par exemple. Qui ne savent pas ce que c'est qu'une société par action. Quand on a privatisé les appartements, exemple simple, on a dit aux gens, vous passez à la mairie et vous allez pouvoir faire enregistrer la propriété de votre appartement. Ça va vous coûter, je ne vous donnerai pas de chiffres parce que ça n'a plus aucune signification. Aujourd'hui, c'était l'équivalent du prix d'un paquet de cigarettes. Eh bien, au bout de 3 ou 4 ans, seuls 20% de la population avait privatisé son appartement. À quoi bon? Pourquoi? Je suis chez moi, on ne va pas me mettre dehors. À quoi bon devenir propriétaire? Et ainsi de suite. Alors, les entreprises, la Russie a suivi les instructions du Fonds monétaire international et a privatisé les entreprises. Habituellement, l'opération doit se faire de telle façon que les entreprises étrangères puissent venir acheter les meilleures entreprises privatisées. C'est ce qui s'est passé dans la plupart des pays d'Amérique du Sud, par exemple. Mais les Russes ont inventé la variante russe. La variante russe, c'est les étrangers ne peuvent pas acheter. Donc, et tous les moyens étaient bons, y compris jusqu'à fermer un aéroport pour empêcher un avion d'investisseurs étrangers de se poser pour participer à une vente aux enchères. La privatisation, au moins, s'est passée entre Russes, dans les conditions que je vous laisse imaginer. Je prends juste un petit exemple.
la notion d'escroquerie n'existait pas. Le droit russe ne reconnaissait pas la notion d'escroquerie. Ben, vous pouvez donc escroquer tranquillement, on ne peut pas vous condamner. Le délit n'existe pas. Et je peux vous dire qu'il y en a qui s'en sont donnés à cœur joie. Résultat des courses, 0,001% de la population s'est retrouvée propriétaire de 50% de l'économie de la Fédération de Russie. Pendant ce temps-là, l'économie ne tournait pas, on ne payait pas les salaires. Les entreprises ont commencé à ne pas payer les salaires. Et puis, l'administration ne payait pas les salaires. Alors c'est le moment où les fonctionnaires qui avaient la possibilité de passer dans le privé le faisaient. Et puis les autres restaient où ils étaient. Vous imaginez bien que ce n'étaient pas les meilleurs qui avaient des problèmes à trouver de la place ailleurs. Ceux qui sont restés, c'était ceux qui ne pouvaient pas partir. Mais cette histoire de paiement des salaires était telle que l'une des premières décisions de Vladimir Poutine quand il est devenu président, ça a été de créer un délit pénal de non-paiement des salaires. Parce que c'était beaucoup trop répandu. Et puis, que pouvait-on faire contre un directeur d'entreprise qui ne paye pas ses employés? Là aussi, on ne pouvait pas s'appuyer sur la loi. Alors c'était effectivement un petit peu sauvage, parce que quand vous vous énerviez un tout petit peu, vous n'aviez pas la possibilité d'envoyer un avocat chez l'adversaire. Alors on faisait quoi? On faisait le dos rond, ou on envoyait quelqu'un qui employait des méthodes un petit peu plus convaincantes. Donc si vous voulez, c'est de ça, c'est de tout ça, et encore, je suis passé rapidement. C'est de tout ça que la Russie est sortie en 1999, après avoir connu un certain nombre de crises, en particulier la crise de 1998 qui a été la pire. D'après le vice-président de la Banque centrale de Russie à ce moment-là, je lis la citation, « La crise de 1998 a été la plus grande catastrophe macroéconomique de l'histoire de la Russie ». Et pourtant la Russie avait déjà une solide expérience des crises. Depuis de 92 à 98, le pays vivait à crédit. L'homme le plus célèbre, l'étranger le plus célèbre de Russie à cette époque, c'était le président du Fonds monétaire international. Quand il venait à Moscou, on déroulait le tapis rouge parce que ses visites correspondaient toujours avec le déblocage d'une nouvelle tranche de prêt. Les entreprises qui ne payaient pas leurs employés, vous imaginez bien qu'elles ne payaient pas les impôts non plus. Les revenus de la privatisation, dont la plupart avaient été inscrits au budget, ne rentraient pas. Je m'arrête un instant pour parler de privatisation. Un entrepreneur russe s'est engagé à acheter une entreprise pour 350 millions de dollars. À l'époque, on raisonnait en dollars en Russie. Et puis, il doit donc payer 350 millions. À l'époque, lorsque vous vouliez faire un virement, vous alliez à la banque. Je connais bien, j'en ai fait des virements. C'était ma chef comptable qui allait à la banque. Elle créait un bordereau de virement en 5 exemplaires. Je devais signer les 5 exemplaires. Et si je faisais 10 virements dans la journée, je vous laisse imaginer. Elle se présentait à la banque. Et la banque vérifiait que le compte était approvisionné. Et elle tamponnait un des exemplaires qu'elle rendait à ma chef comptable. Ça, c'était la preuve que j'avais payé. J'avais une toute petite entreprise. J'avais une entreprise de marketing et de relations publiques là-bas. Mais imaginez le monsieur, très bien introduit, qui a acheté l'entreprise, parce que pour acheter, il fallait être très bien introduit, qui a une dette de 350 millions de dollars. Imaginons qu'il aille voir la banque. À ce moment-là, il ne va pas voir la personne au guichet. Il va voir directement le trésorier de la banque et il lui dit « Bon, hier, je me suis engagé à payer 350 millions de dollars au trésor pour cette entreprise que j'ai achetée. Simplement, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai été un peu distrait peut-être, je ne sais pas. Vous vérifiez, vous allez voir, il n'y a que 5 millions sur mon compte. » Le trésorier dit « Oui, effectivement, c'est un problème. » « Oui, mais si vous tamponnez l'exemplaire de ce bordereau de virement, les 5 millions sont à vous. » « Ah bon ? » « Oh oui, je les vire sur votre compte à l'étranger. »
Mais j'ai pas de compte à l'étranger. J'en ai ouvert un pour vous. Imaginez, tout ça c'est hypothétique, n'est-ce pas? Imaginez que ça arrive à un gars qui travaille et qui n'est pas payé depuis 3 mois, 6 mois. 5 millions de dollars, c'est plus d'argent qu'il ne pourra en dépenser dans toute sa vie. Et peut-être que ses enfants n'arriveront pas à dépenser tout ça. Il faut avoir la morale solidement chevillée au corps pour refuser un truc comme ça. En plus, c'est sans risque. Donc, il y a beaucoup de paiements qui n'ont pas été faits. Et le budget de l'État n'a pas reçu les montants qui étaient attendus. Il y a des études qui ont été faites. Le président de disons l'équivalent de la Cour des comptes, a fait faire une étude en 2006. Une étude simple. Le nombre de sociétés privatisées, quand on est président de la Cour des comptes, on a accès à ces informations-là. Et puis de l'autre côté, les montants qui sont entrés au budget de l'État au titre de la privatisation. Et puis il a fait une opération toute simple, il a divisé l'un par l'autre. Résultat, 66 750 $, prix moyen de vente des entreprises. Des entreprises qui, à cette époque-là, en 2006, valaient déjà, pour certaines, plusieurs milliards de dollars. Donc vous imaginez bien qu'à partir, le jour où la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont dit on est désolé, mais la prochaine tranche, on ne la débloque pas. C'était la panique. Panique, l'État est en cessation de paiement, et on dévalue le rouble. Les banques, beaucoup de banques ferment, beaucoup de banques avaient spéculé sur les obligations d'État. Il y avait déjà un marché des obligations d'État sur lequel il y avait une spéculation effrénée. Eh bien, il y a eu beaucoup de faillites de banques et des banques qui ont fermé le vendredi soir et qui n'ont pas rouvert le lundi matin. Vous avez devant vous ce soir l'heureux propriétaire de 2 comptes en banque dans une banque qui a fermé un vendredi soir et qui n'a pas rouvert le lundi matin. Et il n'y a rien à faire. Donc, pour vous donner une idée de la dévaluation, avant la crise de 98, il fallait 6 roubles pour acheter $1, après il fallait 20 roubles pour acheter $1. Des millions, alors des faillites en chaîne, des millions de chômeurs, parce que les entreprises mettaient les gens dehors, une hausse des prix de l'ordre de 80%, quand le rouble passe quand le dollar passe de 6 roubles à 20 roubles, ça se sent. Et hausse des prix de 80% et baisse des salaires moyens de l'ordre de 40%. C'était comme le disait le vice-président de la Banque centrale, c'était une vraie catastrophe macroéconomique. Et puis, alors tout ça c'était observé de l'extérieur, c'était observé par le Fonds monétaire, en particulier par les dirigeants américains, qui voyaient ça d'un très bon œil, n'est-ce pas? Il n'est pas question que la Fédération de Russie redevienne dangereuse comme l'était l'URSS. Elle est en bas, il faut tout faire pour la maintenir en bas. Mais il y avait aussi aux États. Et j'aimerais vous faire une citation, vous m'excuserez, je vais devoir la lire, elle est un tout petit peu longue. C'est une citation de Stephen Cohen, c'est un universitaire connu aux États-Unis, professeur à Princeton, qui était un spécialiste de l'URSS et qui est devenu un spécialiste de la Russie, et qui disait ceci des années 90. Des recettes toutes faites de l'Ouest sont tombées entre les mains de Boris Yeltsin et il n'a pas cherché plus loin. De leur côté, les Américains sont devenus ivres d'un succès imaginaire. Ils ont trouvé en Boris Yeltsin un vassal qui pensait qu'en raison de son anticommunisme, il serait accueilli à bras ouverts. Au départ, les délégations se sont succédées en Russie, y compris Bill Clinton. Puis ils ont cessé de venir. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas besoin de Boris Yeltsin. Mais à ce moment-là, la moitié du pays était en ruine, peut-être même 60%. C'était devenu un pays à l'économie non compétitive, ouvert au monde et de plus en plus dépendant des importations. Un point de vue américain sur la Russie de l'époque. Résultat, eh bien, le 31 décembre 1999, qui était quand même une date très particulière pour le monde entier, a été une date très particulière à double titre pour les Russes. Le président russe, comme la plupart des présidents, fait un discours dans lequel il souhaite les meilleurs vœux possibles à l'ensemble de ses électeurs et de toute la population. Et
y a une petite particularité en Russie. En France, par exemple, ça se passe vers 20 h, si ma mémoire est bonne, et le président parle autant de temps qu'il le veut. Il y a une tradition qui veut que ça dure un certain temps, mais c'est pas limité. En Russie, il commence à parler à minuit moins 5. Donc là, il n'y a pas le choix, parce qu'à minuit moins 5, on l'écoute religieusement, et à minuit tout rond, on fait sauter les bouchons. Donc on ne l'écoute déjà plus. Il peut toujours continuer à parler, mais d'ailleurs, il s'arrête. Et ce soir-là, cette nuit-là, le président est apparu sur les écrans et a dit « Mes chers concitoyens, je dois vous demander pardon de tout ce qui s'est passé. Je voudrais vous dire que j'ai fait de mon mieux, mais ça n'a pas fonctionné. Donc je m'en vais. Mais je vous laisse un jeune homme qui s'occupera bien de la Russie. » Le jeune homme, c'était le Premier ministre. Et le Premier ministre, c'était Vladimir Poutine. Il avait été... alors, on me pose souvent la question, mais comment est-ce qu'il est arrivé? Poutine était un inconnu. Même en Russie, d'ailleurs, en dehors des cercles du pouvoir de Moscou et de Saint-Pétersbourg, Poutine était un inconnu. Ça faisait plusieurs mois que Yeltsin cherchait un successeur. Et l'entourage de Yeltsin cherchait un successeur. On nous a dit qu'il a décidé de partir. Je pense qu'il a décidé de partir, peut-être parce qu'il sentait qu'on le poussait quand même un petit peu fort vers la sortie. Peu importe. Depuis quelques mois, on cherchait un successeur. Alors il y a eu plusieurs noms qui ont été avancés. Nemtsov, qui est devenu connu en France pour des raisons malheureuses pour lui. On a parlé aussi de Kirienko. Kirienko, c'est aujourd'hui le patron de la société d'État, comment dire, d'énergie atomique russe. On a parlé de M. Stepachin. Stepachin, c'est de lui que je vous parlais tout à l'heure, sans le nommer, quand j'ai parlé du président de la Cour des comptes. En réalité, alors, M. Berezovsky, l'un des 7 oligarques, qui était au Kremlin, où il avait ses entrées, où il tirait beaucoup de ficelles, a laissé entendre ensuite que c'est lui qui avait choisi Poutine. Enfin, il l'a laissé entendre pendant quelques mois, pendant les mois où il a cru qu'il pourrait tirer les ficelles de M. Poutine. Il a dû déchanter, ça l'a beaucoup contrarié, et c'est pour ça qu'il est parti en Angleterre, où il préparait une révolution pour la Russie. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une lutte entre deux clans, le clan des oligarques pro-américains et le clan des Russes conservateurs, qui était emmené par l'ancien Premier ministre, Yevgeny Primakov, qui avait une forte popularité en Russie à l'époque, parce que c'est Primakov qui a sorti la Russie du problème de la crise de 98. Pour finir, Vladimir Vladimirovitch Poutine a fait l'unanimité, parce que ceux qui le connaissaient savaient à quoi s'attendre, et ceux qui ne le connaissaient pas s'imaginaient qu'il pourrait le contrôler. Il est donc devenu Premier ministre, et quand le président a démissionné, suivant la constitution russe, le Premier ministre est devenu président par intérim, en attendant les élections de mars de l'année en cours. Il avait déjà commencé à montrer de quoi il était capable. En particulier, il était devenu à bout d'une rébellion au Daghestan, en juillet-août 99. Des bandes de terroristes originaires de Tchétchénie avaient envahi le Daghestan et prenaient le pays village après village. Et le gouvernement russe semblait désemparé. Stepachin, qui était le Premier ministre avant Vladimir Poutine, a dit un jour dans un mouvement d'énervement, sachant ou ne sachant pas qu'il était filmé et enregistré, la Fédération de Russie va exploser comme l'URSS. Donc il fallait quelqu'un. À ce moment-là, on a dit, bon, lui, ancien membre du KGB, où il n'était pas espion. Hein. La légende veut qu'il était espion. Il était attaché d'ambassade, mais il émargeait au KGB, absolument. Et il était le directeur du KGB à l'époque où on l'a nommé Premier ministre. On s'est dit, c'est l'homme de la situation. Et il s'est avéré que c'était vraiment l'homme de la situation. En 2 semaines, il est venu à bout de la rébellion au Daghestan. Il a renvoyé les Tchétchènes chez eux. Alors, il n'a pas réglé le problème de la Tchétchénie en 2 semaines,
Il a fallu beaucoup plus de temps, le problème était énorme, mais il a montré qu'il était un homme d'ordre et qu'il était capable de prendre des décisions. Les Russes attendaient depuis 9 ans un président qui prenne des décisions, un président qui ne suive pas les dictats du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, enfin quelqu'un qui défende la Russie. Donc, quand il s'est présenté aux élections, il a été élu au premier tour avec 53% des voix. C'est son plus mauvais score depuis. Et il a repris les choses en main. Alors, il a repris les choses en main au niveau administratif, d'abord. Hein, il a appliqué ce qu'on a appelé la verticale du pouvoir. Il faut savoir que dans les années 90, les républiques autonomes de la Fédération de Russie et même les provinces qui étaient dirigées par des gouverneurs avaient pris beaucoup de liberté avec la constitution russe. Certaines républiques avaient voté des lois qui étaient en contradiction avec la constitution. Un jour, un gouverneur a dit au président Yeltsin: nous aimerions un petit peu plus d'autonomie. Yeltsin a répondu: prenez autant d'autonomie que vous pourrez en avaler. Ils ne se sont pas fait prier, ils en ont pris. Donc, la reprise en main, dans un premier temps, imaginez, Vladimir Poutine arrive au Kremlin, il arrive en août, il a des problèmes graves à régler comme Premier ministre. Le 1er janvier 2000, il est président, mais il y a encore beaucoup de problèmes qui attendent un règlement rapide. Il n'a pas eu le temps d'installer encore des gens à lui, autour de lui. Il gouverne avec l'ancienne équipe. Donc qu'est-ce qu'il fait immédiatement? Il crée 7 districts fédéraux qui couvrent l'ensemble du territoire de la Russie, à la tête desquels il nomme un homme à lui. Ce faisant, il a déjà pris un contrôle important sur l'ensemble du pays sans avoir besoin de renvoyer personne. Des gens qui étaient en place et qui auraient pu résister. Ensuite, à la suite d'un scandale important d'un gouverneur de province, à l'époque les gouverneurs avaient une forte tendance à confondre le budget de la région avec leur porte-monnaie. C'est vrai qu'ils dépensaient beaucoup d'argent pour se faire élire. Il fallait bien récupérer son argent après. C'est une opération commerciale. Donc, il a supprimé les élections des gouverneurs. Les gouverneurs ont été nommés par le président, sur proposition des structures locales, mais la décision appartient au président. À la Douma, une partie la Douma, c'est l'Assemblée nationale russe, une partie des députés étaient élus au scrutin de liste, et une autre partie était élue au scrutin nominal. Ce que beaucoup de gens qui avaient beaucoup d'argent ont utilisé pour se faire élire, non pas parce qu'ils étaient tout à coup passionnés par la politique, mais qui dit élection dit immunité parlementaire. Et quand on a passé 10 ans à flirter avec les limites, en étant toujours d'ailleurs du mauvais côté de la limite, l'immunité c'est quand même quelque chose qui a de la valeur. Si je dois investir 5 ou 6 millions de ma fortune dans une élection, pourquoi pas? Donc ça a été supprimé aussi, et à partir de l'élection qui a suivi l'élection de M. Poutine, les députés étaient élus sur des listes de groupes. En Tchétchénie, il a trouvé une solution. Cette solution a été beaucoup critiquée, parce que pas démocratique, parce que la Tchétchénie est violente. Allez faire un tour en Tchétchénie, enfin, il est trop tard pour y aller maintenant, dans les années 90. Allez-y aujourd'hui, vous allez voir, c'est plus le même pays. Alors, c'est vrai que c'est une démocratie très spéciale. La société tchétchène est une société clanique. Et c'est pas demain que ça va changer. Et une grande partie des problèmes de la Tchétchénie, c'était la lutte contre Moscou pour obtenir l'indépendance, mais aussi la lutte entre eux. Donc qu'est-ce qu'a fait le gouvernement russe? Ils ont choisi un chef de clan. En l'occurrence, c'était également le grand moufti, Ahmad Kadyrov,
et ils ont favorisé sa montée au pouvoir, lui laissant le soin de pacifier le pays, parce que de toute façon, les armées russes avaient essayé avec fort peu de résultats. Aujourd'hui, la Tchétchénie est une république pacifiée. La ville de Grozny, qui a été entièrement détruite pendant la première guerre de Tchétchénie, est reconstruite entièrement, c'est magnifique. Maintenant, c'est un régime extrêmement autoritaire, mais stable. Deuxième chantier, après la reprise en main du pouvoir, la lutte contre les oligarques. Ces messieurs qui s'étaient enrichis de façon absolument non justifiée et qui s'imaginaient que la Russie leur appartenait. Monsieur Berezovsky, que j'ai mentionné tout à l'heure, avait déclaré à la fin des années 90, dans une interview au Financial Times, il avait déclaré que 50% de la Russie appartenait à 7 oligarques dont il faisait partie et qui faisaient la pluie et le beau temps. Le sentiment d'impunité était absolument incroyable à cette époque-là. Donc, eh bien, la mise au pas des oligarques, ça s'est fait de façon relativement simple, directe. La méthode russe, on y reviendra. Les oligarques ont été convoqués au Kremlin et M. Poutine leur a dit, bon, donnant, je ne reviens pas sur les résultats de la privatisation. À mon avis, là, il bluffait. Parce que de toute façon, il ne pouvait pas revenir. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a une très haute image de la Russie, de son poste. Revenir sur la privatisation, c'était risquer de replonger la Russie dans le chaos des années 90. Donc il valait mieux, bon, les oligarques ont un petit côté bandit, mais enfin, les barons voleurs américains étaient ni meilleurs ni pires. Et puis après 3 générations, on a des chefs d'entreprise très fréquentables. Donc je ne reviens pas sur les résultats de la privatisation, mais vous arrêtez de faire de la politique. Et tous sont compris sauf 3. Les 3 sont Vladimir Goussinski, qui était propriétaire d'un empire de presse et qui a continué à financer une télévision une télévision qui était très très pro-américaine. Puis on a réussi à le convaincre que c'était vraiment pas une bonne idée, mais que s'il décidait de partir, on lui ferait rien. Donc il a vendu ce qu'il pouvait au prix où il pouvait le vendre, mais ne vous faites pas de soucis pour lui, il avait déjà exporté tellement d'argent que tout va bien pour lui. Il est parti en Espagne où il a fait un petit passage par la case prison, et aujourd'hui il vit entre Israël et les États-Unis. Le deuxième, c'est le fameux Berezovsky, à qui on a expliqué un peu la même chose, et qui a décidé qu'effectivement c'était une bonne idée d'aller s'installer à Londres, qu'avant de partir, il vende ses entreprises. Il y avait dans ces entreprises de très grosses entreprises qu'il a dû vendre à un prix cassé. Imaginez, tous les acheteurs potentiels savaient qu'il était obligé de vendre. Je suis sûr que les offres de prix s'en sont ressenties. Il a été très fâché, mais il est parti quand même. Lui aussi, aujourd'hui, il n'a plus ce genre de préoccupation, puisqu'il a été suicidé en Angleterre il y a quelques années déjà. On n'a jamais accusé M. Poutine d'avoir suicidé celui-là. On l'a accusé de beaucoup de choses, mais pas d'avoir tué celui-là. C'est curieux. Et puis le troisième, c'est le célèbre Mikhail Khodorkovsky, l'homme le plus riche de Russie, qui s'est cru absolument intouchable. Attendez, c'était l'homme le plus riche de Russie. Il avait un pouvoir énorme, ne serait-ce qu'un pouvoir économique, mais en réalité un pouvoir politique énorme aussi. C'était quelqu'un qui, quand il allait aux États-Unis, était reçu au minimum par le vice-président, et de temps en temps par le président. Il s'est dit, on ne peut pas me toucher, et si on me touche, mes amis américains interviendront pour me défendre. Il a donc continué à faire de la politique, il a donné $1 million au Parti communiste, il aurait pu mieux choisir, mais bon... Mais c'est pas vraiment ça qu'on lui a reproché. En fait, ce qu'on lui a reproché, il y a ce qu'on lui a reproché officiellement. C'est détournement de fonds, non-paiement d'impôts, ce qu'il a fait, mais tout le monde le faisait à l'époque. La justice, c'est pas qu'on l'ait mis en prison pour ça, c'est peut-être qu'il a été le seul à aller en prison.
Mais c'est pas tombé sur lui par hasard, parce qu'il était propriétaire de la société, la fameuse société Yukos. J'ai lu quelque part dans un magazine français que c'était un brillant gestionnaire qui avait créé une société pétrolière et qui en avait fait la plus grande société pétrolière de Russie. C'est complètement fou, il l'a acheté pendant la privatisation et il l'a même pas payé. Donc, il l'a laissé se développer, c'est vrai. Et puis, il s'était mis d'accord avec un de ses amis, collègues et amis, qui s'appelle Monsieur Abramovich. Les joueurs de football ou les amateurs de football ont entendu ce nom. C'est lui qui a acheté le club de football de Chelsea en Angleterre. Abramovich était le propriétaire de la deuxième plus grosse entreprise pétrolière de Russie. Et il s'était mis d'accord pour fusionner les deux entreprises. Jusque-là, ça pouvait encore passer. Mais ce qui ne pouvait pas passer, c'est que Khodorkovsky s'était déjà mis d'accord en secret avec une grosse société pétrolière américaine pour leur vendre un paquet de contrôle de la société russe. Et ça, c'était pas acceptable. Les ressources naturelles de Russie doivent rester sous le contrôle de l'État russe, ou en tout cas de sociétés russes. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à lui. Ensuite, on l'a condamné pour des choses qu'à mon avis, il a faites. Je n'ai aucune preuve. Mais je vivais là-bas. Je savais comment il vivait. Je savais comment ils vivaient tous. J'ai du mal à croire qu'il ait pu être la seule personne qui ait respecté des lois qui d'ailleurs n'existaient pas. Et puis, dans le domaine économique, alors après avoir mis les oligarques au pas, Poutine a lancé un certain nombre de réformes économiques sur lesquelles je ne m'étendrai pas beaucoup. Je ne suis pas économiste, et puis c'est pas l'angle que j'ai choisi pour ce soir. Mais il a en particulier favorisé la création des grandes entreprises d'État, on devrait même dire des grands groupes d'État, style Gazprom. Gazprom, qui est une énorme société gazière, elle n'a pas le monopole, il y a une petite société privée, Novatek, mais Gazprom a l'exclusivité des exportations. Gazprom verse au trésor russe 25% des revenus du budget. C'est donc une société extrêmement importante. Aujourd'hui, on vous dit souvent la Russie dépend des exportations de matières premières, il n'y a que ça, ça représente la majorité des exportations. C'est faux. C'est faux, les exportations de matières premières et d'énergie représentent à peu près 10% des exportations russes. En revanche, ces exportations représentaient plus de 50% du budget de l'État, et aujourd'hui représentent un petit peu moins de 50% du budget de l'État. Donc c'est bien quelque chose d'important, mais il faut juste analyser les choses correctement. Rosneft, dans le domaine, autre grand groupe d'État dans le domaine du pétrole, Rosabaronexport, qui est la société qui regroupe toutes les sociétés qui fabriquent de l'armement et qui a l'exclusivité de l'exportation de l'armement, Rosnano, ou bien cette société qui a le monopole de l'énergie nucléaire en Russie. Il a lancé des réformes économiques, la revalorisation des retraites. À l'époque où les retraites n'étaient pas payées, on ne se préoccupait pas beaucoup du montant des retraites, mais quand on a commencé à les payer, les retraités ont dit, dites donc, on vit comment avec ça? Donc, les retraites ont été revalorisées progressivement, les banques ont été beaucoup plus surveillées. Vers la fin des années 90, disons avant la crise de 98, il y avait plus de 3000 banques en Russie. Ça a beau être un grand pays, c'est un pays qui est très peu bancarisé, donc c'était beaucoup trop. Et il y avait beaucoup de banques qui n'avaient de banque que le nom, et c'était en réalité des officines qui servaient, par exemple, à frauder le fisc. Donc la banque centrale a vu ses pouvoirs élargis et a contrôlé plus sérieusement les banques. Aujourd'hui, il y a 900 banques en Russie et beaucoup de gens vous disent que c'est encore trop. La réforme fiscale a été assez vite vue. Pour ce qui est de l'impôt sur les personnes physiques, taux unique de 10%. Il s'agissait d'inciter les gens à payer leurs impôts. Donc, impôt 10%. Pour les entreprises, le même genre de taux. Je me souviens avoir eu une discussion avec ma chef comptable qui me dit vous savez, on pourrait peut-être, en s'arrangeant, alléger un petit peu les impôts. J'ai dit, vous rigolez, on paye tous les impôts. Mais enfin, vous n'y pensez pas. J'ai dit, on paye tous les impôts. Je suis français.
En tant que Français, je considère que la Russie est un paradis fiscal. Je veux payer tous les impôts, je veux dormir tranquille. Hein, et ça l'a beaucoup surpris. Mais on a payé tous nos impôts. J'étais pas le seul, je veux dire, c'était vraiment incitatif. Prendre le risque de ne pas payer vos impôts quand on vous réclame simplement 10% de ce que vous gagnez, excusez-moi, mais c'est un petit peu bizarre. Résultat, redressement de l'économie. En 2006, croissance 7%, enfin c'est des chiffres que l'on connaît. La dette extérieure de la Russie a été remboursée. Fin 2006, la Russie avait remboursé toutes ses dettes à ce qu'on appelait le Club de Paris, c'est-à-dire toutes les institutions créancières. Le salaire moyen était passé à $500 en province, $1000 à Moscou. Au passage, on vit beaucoup mieux avec $500 en province qu'avec $1000 à Moscou. Les réserves de change avaient dépassé les 500 milliards de dollars, troisième pays en termes de réserves de change après la Chine et le Japon. Mais, malgré tout ça, il s'agissait d'un rattrapage. Le niveau de l'économie russe en 2007 était le niveau de l'économie... le développement s'est poursuivi. En 2008, M. Poutine avait terminé son deuxième mandat. Il devait donc se retirer. Suivant la Constitution, le président n'a pas le droit de servir plus de 2 mandats consécutifs. Il y a des pétitions qui ont circulé à Moscou, lui demandant de changer la Constitution. Il y avait 2 mots à changer dans la Constitution, ou un seul, pour qu'il puisse de nouveau se représenter. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a une haute opinion de son pays et du président de la Russie. Il a refusé. Il a dit la Russie n'est pas un pays dans lequel le président change la Constitution pour arranger ses désirs. À l'époque, l'Algérie venait de faire ça. Il a refusé et il a suggéré un successeur. Étant donné la notoriété, étant donné le soutien qu'il avait dans le pays, il était évident que le successeur serait élu. Et le successeur a été élu. Dmitri Medvedev. Les 2 hommes ont des styles différents, mais croyez-moi, ce sont des amis, ils ont la même vision générale de la Russie. Ils l'appliquent un petit peu différemment. Les médias occidentaux se sont amusés à faire croire qu'il y avait une grande différence et que le tandem allait disparaître un jour ou l'autre. C'est pas possible que 2 hommes aussi différents continuent à gouverner ensemble. Enfin, les médias français ont se trompent avec une belle constance et pas seulement sur la Russie, sur d'autres élections. Et non seulement ils se sont pas disputés, non seulement ça n'est pas, mais ils continuent à travailler ensemble. Ils ont simplement inversé les positions. Alors ça, je dois vous dire, ça c'est un peu mal passé en Russie, surtout à Moscou. Medvedev avait ses partisans qui auraient certainement, au 2e tour, voté pour Vladimir Poutine, mais qui ont été frustrés de ne pas pouvoir voter au 1er tour pour leur candidat Medvedev. Quand on a dit, bon, Medvedev, je me retire, Vladimir Poutine est candidat, ces gens-là, évidemment, ont voté Poutine. Ils auraient bien aimé pouvoir voter Medvedev. C'est une des raisons des manifestations qui ont eu lieu fin 2011, début 2012. L'autre raison, c'est que la bourgeoisie russe, c'est-à-dire la classe moyenne russe qui commençait à exister, et en particulier à Moscou et dans les grandes villes, commençait à en avoir vraiment marre de d'une administration encore largement corrompue, et qui les traitait comme des moins que rien. Et c'est surtout ça qui a provoqué les manifestations. Le Poutine qui est arrivé était à mon avis un nouveau Poutine. Ça n'était plus l'ancien président. C'était quelqu'un qui avait passé 4 ans au poste de Premier ministre. Un Premier ministre, même quand il s'appelle Vladimir Poutine, s'occupe beaucoup plus de politique intérieure que de politique étrangère. Il est au contact de la population. Il visite des usines. Il s'occupe du béton. Enfin, il y a une anecdote qui court. Il visite un chantier. On lui dit, mais ça n'avance pas. Il dit, on n'a pas de béton. Mais l'État fédéral a envoyé l'argent pour acheter le béton. Bah oui, mais l'argent a disparu. Bon, je m'en occupe. Et je pense que c'est ça, plus sa réflexion. C'est
Je pense, et vous avez le droit de penser différemment, je pense que Vladimir Poutine est sans doute un des dirigeants du monde qui a le plus de profondeur, ou d'épaisseur, dites ça comme vous voulez. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui lit beaucoup, qui lit des choses sérieuses, pas Closer, et qui met en pratique, dans sa politique, le fruit de ses réflexions. Et franchement, si vous regardez bien ce qui s'est passé à partir de 2012, la Russie avait un nouveau président, qui portait le même nom, mais qui avait une vision. Dans les années 90, au début des années 2000, la Russie cherchait des modèles. La Russie cherchait des amis. Elle a essayé de suivre les États-Unis, qui l'ont traité de haut. Elle a dit, bon, elle s'est tournée vers l'Europe, avec pas beaucoup plus de succès. Et donc, la Russie s'est dit, il faut qu'on trouve notre voie, notre chemin. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Alors, le changement a été extrêmement important, mais le virage s'est fait par petits mouvements successifs. Le premier mouvement, ça a été ce fameux discours à Munich en 2007. Discours prononcé par un président sortant. Vladimir Poutine, comme la plupart des Russes, est quelqu'un qui dit directement ce qu'il pense. Alors ça surprend les Français qui ont beaucoup de mal à analyser ces discours. Je suis moi-même français de nationalité, mais j'ai vécu et travaillé 30 ans à l'étranger. C'est-à-dire, après avoir fini mes études, je suis parti à l'étranger et je suis rentré en France en 2008. Donc la culture française, pour moi, c'était quelque chose qui était déjà plus ma culture. Et ce qui m'a surpris et agacé prodigieusement, c'est que quand on vient de l'étranger, on a l'impression que les Français ne disent jamais ce qu'ils pensent. Ils essaient de vous faire comprendre, ils suggèrent, pour ne pas vous vexer, pour ne pas vous blesser. Alors encore une fois, c'est ni bien ni mal. Hein, c'est français. Et ça fonctionne bien parce que tous les Français sont comme ça et qu'ils se comprennent. Mais quand vous êtes étranger, ça vous pose vraiment des problèmes. Vous trouvez normal de vous dire à la fin d'une discussion, qu'est-ce qu'il a voulu dire? En Russie, on ne se pose jamais cette question. Ce qu'il a voulu dire, c'est ce qu'il a dit. Alors si vous écoutez un président russe qui dit ce qu'il pense et rien d'autre, et sans sous-entendu, et que vous commencez à essayer d'imaginer ce qu'il a pu vouloir dire, vous ne le comprenez pas vraiment bien. Et puis vous commencez par le trouver drôlement brutal. Limite mal élevé. Mal élevé, bien élevé, vous savez, ce sont des notions relatives. Poutine dit ce qu'il va faire. En 2007, il a dit ce qu'il pensait. Il a dit quoi? Il a dit le monde unipolaire est contraire à la démocratie. Il a dit, à l'époque c'était le problème du Kosovo et du statut du Kosovo se posait. Il a dit nous soutiendrons les décisions concernant le Kosovo à condition que les habitants serbes et albanais soient consultés et qu'ils soient d'accord. C'est une constante de la politique russe, hein, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et surtout pas d'ingérence, y compris l'ingérence humanitaire, et y compris le devoir d'ingérence qui a été inventé par des intellectuels en mal de publicité ou en mal de reconnaissance de leur père et qui vont chercher cette reconnaissance dans les médias. Il a dit les actions unilatérales ont aggravé les conflits. L'emploi de la force doit être soumis à un accord de l'ONU. Enfin, rien de vraiment révolutionnaire. Hein. Et il a dit l'expansion de l'OTAN est une menace grave qui abaisse le niveau de confiance mutuelle. Sauf qu'il l'a dit comme ça et que ça ne se fait pas quand même. Donc c'était un discours extrêmement brutal. D'un autre point de vue, la deuxième inflexion dans la position russe s'est passée à l'époque où M. Poutine était Premier ministre. Il n'était d'ailleurs pas dans le pays, il était à Pékin. C'est l'attaque de la Géorgie sur l'Ossétie du Sud. Ossétie du Sud qui était sous la protection de troupes de maintien de la paix russes, qui étaient là parfaitement légalement, dont certains ont été tués parce que M. Saakashvili a fait bombarder la capitale de la Géorgie du Sud, sans prévenir, évidemment. La riposte de l'armée russe a été... c'était une riposte militaire. J'ai entendu à l'époque en France, dans les salons, c'est une riposte disproportionnée.
Un jour, quelqu'un a dit ça devant l'ambassadeur Orlov, que vous connaissez sans doute, qui a dit « J'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est qu'une réplique proportionnée, et j'aimerais bien qu'on m'explique aussi qui décide de ce qui est proportionné et de ce qui est disproportionné. » La guerre, c'est la guerre. La guerre, ça tue des gens. C'est déplorable, on ne devrait pas faire la guerre, mais quand on fait la guerre, on tue des gens. Et contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire avec les drones, les bombes intelligentes, les frappes chirurgicales, qui n'ont évidemment pas de dommages collatéraux, comme tout le monde le sait. Cette crise a été réglée d'ailleurs avec l'aide du président français, qui à l'époque était président de l'Europe, Nicolas Sarkozy, réglée à la satisfaction d'ailleurs de la Russie, qui lui a montré, et on murmure très fort, mais vraiment très très fort, que la commande des 2 Mistral, c'était une sorte de renvoi d'ascenseur pour ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en réglant la crise de... Son successeur se serait bien passé de cette marque de reconnaissance, mais voilà, c'était fait. Donc, à partir de 2012, Poutine est de nouveau président, et la Russie, il déclare d'ailleurs, la Russie doit chercher sa propre voie, indépendamment des pays occidentaux. Elle a essayé les États-Unis, ça n'a pas marché, elle a essayé l'Europe, on l'a snobé, on va trouver notre propre voie. Et il a compris que l'Europe ne sortirait pas de la crise de sitôt. Et il avait raison. Il a compris que le libéralisme avait atteint ses limites. On peut les observer aujourd'hui. Regardez, toujours plus d'austérité, c'est-à-dire toujours plus de souffrance, pour les mêmes, hein, et pas pour tout le monde. Et il a pris une série de mesures. Il ne faut pas que j'oublie que je suis filmé et que je ne dois pas me gratter le nez comme ça. La première a été la loi sur les ONG. Qu'est-ce que c'est que cette loi sur les ONG qui a été tellement décriée? Eh bien, le gouvernement russe a fait voter par le Parlement une loi qui précise que les organismes non gouvernementaux qui ont une activité politique en Russie et qui reçoivent des financements de l'étranger doivent se déclarer comme agents de l'étranger. Scandale. On a juste oublié de vous dire que la même loi existe aux États-Unis depuis 1936 et qu'elle s'appelle là-bas le Foreign Agent Registration Act. C'est la loi d'enregistrement des agents de l'étranger. La même chose. Mais en Russie, c'est pas bien. Pourquoi s'attaquer comme ça à ces pauvres ONG qui veulent le bien de tout le monde? Parce qu'elles voulaient surtout le bien de la mondialisation libérale. Parce qu'elles ne cherchaient pas spécialement à aider au développement de la Russie. Des hommes politiques russes, et récemment d'ailleurs un analyste américain très connu, président de Stratfor, a déclaré que l'objectif poursuivi n'est pas de vaincre l'ennemi, mais de le déstabiliser. Et pour déstabiliser l'ennemi, les ONG sont des moyens privilégiés. Et les Américains en ont quelques-unes d'ONG, comme la Fondation nationale pour la démocratie. On va porter ailleurs la démocratie, que d'ailleurs on a préféré ne plus utiliser chez nous, parce que quand même c'est pas commode avec... mais en revanche, ailleurs, en Russie en particulier, il faut une démocratie. Vous avez sûrement entendu la plaisanterie de ces journalistes occidentaux qui disent « Nous sommes pour la liberté de la presse » en Russie. Vous avez alors la fondation nationale pour la démocratie est financée par le département d'État américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Vous voyez comme ils peuvent avoir une action neutre dans les pays où ils se trouvent. Il y a un autre organisme américain, l'USAID, qui lui a été carrément interdit. En 2012, interdiction, vous fermez vos bureaux, vous faites vos paquets, vous rentrez à la maison. L'USAID a une action qui est assez... comment dire? Il y a des côtés très positifs. En particulier dans les années 90, l'USAID a financé des opérations en Russie d'intérêt public, dans le domaine de la santé, dans d'autres domaines.
Sauf que c'est à la fois ça, et puis un paravent pour intervenir dans les pays dans lesquels on vient, les pays auxquels on vient en aide. La Russie a remercié l'USAID pour l'aide qu'on lui avait apportée dans les années 90, et puis en 2012, la Russie avait de l'argent, elle était même devenue pays donateur, elle a dit merci beaucoup, on n'a plus besoin de vous. Ça leur a fait aussi un choc, c'est la première fois qu'on leur faisait un coup comme ça. Et puis il y a eu aussi la réponse à l'Europe. La Russie est entrée au Conseil de l'Europe en 1996, à l'époque de Boris Yeltsin. Yeltsin cherchait, comme toute la Russie de l'époque, cherchait des repères, cherchait des modèles, cherchait des amis. Et il s'était donc tourné vers l'Europe. Les relations avec le Conseil de l'Europe ont toujours été extrêmement tendues. Mais la Russie avait toujours essayé au moins de sauver les apparences, et même quand elle n'appliquait pas à la lettre les recommandations du Conseil de l'Europe, elle essayait de montrer au moins de la bonne volonté. Et puis en 2012, le Conseil de l'Europe a publié un rapport dans lequel il critiquait énormément la Russie dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie. Et c'était fait en des termes qu'on n'utilise pas quand on s'adresse à un pays, un grand pays comme la Russie, ou comme l'Allemagne, ou comme la France, ou comme les États-Unis. Réaction de la Russie, le président n'a rien dit, son porte-parole a dit, je cite, « Ces formulations et ces appels sont inappropriés, et évidemment nous ne les écouterons pas. » En clair, vous êtes gentil, mais occupez-vous de vos affaires, on va s'occuper des nôtres. C'est fini. Bon, vous avez vu que les relations entre la Russie et le Conseil de l'Europe ne se sont pas améliorées, ils ne se parlent plus. La Russie payait quand même 60 millions de dollars par an au Conseil de l'Europe. Je sais, tiens, il faudrait que je me renseigne, je ne sais pas si cette année ils ont payé leur écho. Mais bon, pour l'instant, ça y est, la distance est prise avec la Russie, avec l'Europe, le Conseil de l'Europe, et donc l'Europe. Je mentionnerai en passant la dénonciation d'un accord, c'est ce qu'on appelait, cet accord qui s'appelle Non-Lega, qui est un accord qui avait été conclu en 91, par lequel les États-Unis aidaient la Russie à se débarrasser de ces sous-marins nucléaires qui rouillaient dans les ports du nord du pays, de ces armes chimiques dont la limite d'utilisation était dépassée et dont il fallait bien se débarrasser. À l'époque où la Russie n'avait pas d'argent, elle ne payait pas ses fonctionnaires, c'était pas pour aller payer le reconditionnement des sous-marins nucléaires qui rouillaient quand même dans les ports où ils étaient. L'accord venait à échéance en 2013, ça s'est fait sans éclat, on n'a simplement pas renouvelé l'accord. Il y a eu les Jeux Olympiques. Vous vous souvenez de la campagne de presse contre la Russie à l'occasion des Jeux Olympiques? Ils n'arriveront jamais à organiser ça correctement. Quand on s'est aperçu que ça commençait à prendre forme, on a dit « Ah oui, mais alors la sécurité, ça je vous raconte pas, il va y avoir des terroristes qui vont venir. » Il n'y a jamais eu de terroristes. Après, on s'est accroché à... Je ne parle pas des photos truquées qui ont circulé, qui ne méritent pas qu'on le mentionne vraiment, mais après ça a été « Oui, mais ils ont dépensé une fortune. » Bon, d'abord, c'est pas votre argent. 1. 2. Il faut voir les travaux qui ont été faits. On a quand même construit un chemin de fer qui va de Sochi, au bord de la mer Noire, jusqu'en haut de la montagne où avaient lieu les épreuves de ski. Plus une autoroute, plus une nouvelle relation ferroviaire qui existe toujours. Et puis le comité olympique international qui s'est réuni au mois de février de la même année à Rio a fait savoir que les Jeux olympiques avaient pour finir dégagé un bénéfice de 50 millions de dollars au profit du comité olympique russe. En passant, Thomas Bach, le président du comité, avait adressé ses sincères félicitations sur place, à la fin des Jeux. Après, la crise ukrainienne. La crise ukrainienne, bon, on a obligé l'Ukraine à faire un choix impossible. L'Ukraine ne peut pas choisir entre l'Europe et la Russie. L'Ukraine est entre les deux et elle doit avoir de bonnes relations avec les deux. On a cherché à l'obliger à choisir. Le président Yanukovych n'avait pas d'ailleurs refusé. On nous a dit qu'il avait refusé, c'est faux. Il avait demandé un délai supplémentaire. Moyennant quoi, on a organisé Maïdan et on a organisé un coup d'État. Et le coup d'État, on sait qu'il l'a organisé puisque les États-Unis eux-mêmes ont admis, un moment après, que c'était leur travail.
Là-dessus, la Crimée dit « Oh, oh, nous, on ne veut pas dépendre de Kiev. On en a déjà marre. » À chaque fois qu'il y avait des troubles en Ukraine, et il y en a eu, l'Ukraine est indépendante depuis la fin de l'URSS. À chaque fois qu'il y avait des troubles en Ukraine, ça bougeait en Crimée. Là, les troubles étaient quand même sérieux, coup d'État, arrivée d'hommes politiques dont certains étaient quand même pas... comment dirais-je ça, ne plaisaient pas aux Criméens, disons. Et ils ont dit, nous, on veut l'indépendance. Et ils ont organisé un référendum. Ah oui, mais en présence de l'armée russe. Oui, mais n'oubliez pas que l'armée russe, elle était là, au terme d'un accord officiel avec l'Ukraine. Il y avait, la Russie avait le droit de stationner 25 000 soldats. En Ukraine, il y en avait 16 ou 18 000. Alors c'est vrai qu'on en a envoyé un petit peu. Enfin, il ne faut pas non plus être naïf. Hein. C'est pas la Russie qui a lancé les troubles en Ukraine, mais on en a un tout petit peu profité quand même. Les gens du Donbass ne sont pas complètement livrés eux-mêmes. Il n'y a pas de soldats russes. Mais enfin, on les soutient, on les conseille. C'est la moindre des choses. Les soldats américains sont là pour former l'autre côté. Donc l'Ukraine a voté pour son indépendance et la Fédération de Russie a accepté que la demande de l'Ukraine de faire partie... Alors là aussi, on est au cœur d'un conflit de droit international. Il y a deux principes opposés. Le principe de non-modification des frontières et puis le principe d'autodétermination des peuples. Alors évidemment, les Russes s'accrochent à l'un des deux et les Occidentaux s'accrochent à l'autre. En disant, avec une amnésie confondante, c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on touche aux frontières d'un pays souverain. Yougoslavie, on a oublié ça. C'est quoi là? Non. Les Russes, eux, ont dit non, ils ont le droit de décider de leur sort. Ça a déclenché la première vague de sanctions, mais c'était bien le but de l'opération, de toute façon, que les Européens n'ont pas vraiment suivi. Les Américains étaient en flèche là-dessus. Les Européens ont appliqué des sanctions politiques, mais les sanctions politiques, vous savez, il faut être vraiment européen et très ethnocentré pour imaginer que c'est une grande punition pour un homme politique russe de ne plus pouvoir venir en Europe. Ce qui a été plus douloureux, mais pas encore très douloureux, c'était les sanctions économiques, qui ont été prises après la catastrophe du vol MH17, qu'on a immédiatement mis sur le dos de la Russie d'ailleurs. Et c'est en utilisant cet argument que les États-Unis ont réussi à forcer les Européens à appliquer les sanctions. Non, ce qui a vraiment fait du mal à l'économie russe, ce sont les sanctions financières, qui empêchent les entreprises russes de se refinancer à l'extérieur, en dollars en particulier. Il a fallu se réorganiser. Maintenant, on emprunte un petit peu plus dans les banques chinoises, mais ça, ce sont des sanctions qui ont fait du tort à la Russie. La question est posée maintenant, est-ce que les sanctions ont fait plus de tort à la Russie ou à l'Europe? Suivant les personnes à qui vous parlez, les réponses sont différentes. D'après un organisme de recherche autrichien, il semblerait que ça fasse plus de mal à l'Europe qu'à la Russie. Mais quel que soit le mal que ça fait, c'est un mal à court terme. Et à moyen terme, c'est un bienfait pour la Russie, parce que ça l'a obligée à prendre des dispositions qu'elle ne prenait pas, parce que ça risquait d'être difficile politiquement, parce que c'était tellement plus facile de continuer à importer des produits de consommation quand on gagnait beaucoup d'argent avec le pétrole, sans trop toucher à quoi que ce soit. Mais ces sanctions ont rassemblé l'ensemble de la population autour de leur président. Avant l'Ukraine, Vladimir Poutine avait un score, de l'ordre de 60-65%. Après le rattachement de la Crimée, on est passé au-dessus de 80, 83, 86, suivant les moments. En tout cas, ça se promène maintenant au-dessus de 80%. Ça arrive souvent, hein. Quand on soumet un pays aux sanctions, la première réaction du pays, c'est plutôt de se regrouper autour de ses dirigeants, plutôt que de dire on va le mettre dehors, comme ça les sanctions seront terminées. Aujourd'hui, la Syrie. Et l'intervention russe en Syrie, qui a été de la même façon préparée. Je veux dire, la Crimée, c'était un cas pour toutes les écoles de guerre du monde. La Syrie est en passe de devenir un petit peu la même chose.
Les Russes ont installé sur place tous les moyens logistiques dont ils avaient besoin pour mener les opérations. Ils ont fait des observations aériennes et des observations par satellite de la situation, sans rien dire à personne. Quand on posait la question à M. Lavrov, un jour il disait peut-être, le lendemain il disait je ne crois pas. Oui, mais dans ces matières-là, on ne donne pas ses plans à l'adversaire, pour ne pas dire l'ennemi. Hein, personne ne le fait. Pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait lui? Aujourd'hui, on vous dit, vous vous rendez compte, les Russes ont lancé des missiles de croisière sans nous prévenir. Bah évidemment. Alors, et l'objectif russe en Syrie est clairement de protéger la Russie. N'oublions, regardons une carte. Fermez les yeux, imaginez la carte. Qu'est-ce qu'il y a au nord de la Syrie? La Turquie. Et au-dessus? Eh ben, au-dessus, il y a la Géorgie et puis les Balkans russes. Donc c'est vraiment tout près. Et ils ont peur. Il y a déjà eu beaucoup de terroristes originaires du Moyen-Orient qui sont venus exercer leur talent en Tchétchénie. Donc les Russes sont très sensibles à ça. Et là, ça c'est l'objectif. Et la stratégie, c'est renforcer le pouvoir en place. On vous dit, Poutine est un ami de Bachar el-Assad. Je ne crois pas. On vous dit, la Russie défend Bachar el-Assad. Je ne crois vraiment pas. Et je ne crois pas parce que les Russes disent tout le temps le contraire, mais on ne les écoute pas. Les Russes disent, nous défendons le pouvoir légitime. Parce qu'à notre avis, c'est la seule façon de favoriser une solution politique. Et si vous ne me croyez pas, regardez la Libye. Regardez l'Irak. Regardez l'Afghanistan, il vous faut encore un exemple. Donc, et puis en plus aussi, pour la Russie, un terroriste, c'est un terroriste. Hein. Il n'y a pas les bons terroristes, les mauvais terroristes. Il y a les bons terroristes qui deviennent des moins bons terroristes avant de devenir des mauvais. Il y a les bons qui donnent leurs armes aux mauvais, on ne s'y retrouve plus. Hein? Là, c'est... Alors, en conclusion, je voudrais revenir sur ce thème de l'évolution de la position de Poutine vis-à-vis du reste du monde. Au départ, lors de ses 2 premiers mandats, quand Vladimir Poutine critiquait l'Occident, il lui reprochait de chercher à nuire à la Russie. Mais depuis 2012, il ne reproche plus de vouloir nuire à la Russie. Il se demande pourquoi les actions des pays occidentaux ressemblent à de l'autodestruction et aggravent des problèmes déjà graves. Et face à ça, sa réponse c'est: les Russes doivent se tourner vers eux-mêmes. Et comment se tourner vers eux-mêmes? Ils doivent se tourner vers le patriotisme en tournant le dos à l'occidentalisme, se tourner vers la solidarité et tourner le dos à l'égoïsme, et la spiritualité et tourner le dos à la consommation et à la décadence morale. Et en conclusion de ma conclusion, si vous le permettez, j'aimerais vous lire les 2 citations que j'ai mis en 4e de couverture parce que je pense qu'elles représentent bien deux aspects de la politique de Vladimir Poutine dans le domaine économique. Il a dit dans une interview publique, vous savez qu'il fait souvent des interviews qui durent 4 heures, qui passent à la télévision et où tout le monde peut poser des questions. Tout le monde, y compris un ancien ministre des Finances, évidemment. Et à M. Koudrin, son ancien ministre des Finances, qui est un atlantiste, hein. Il a répondu pour mettre en forme avec compétence des politiques économiques, on a évidemment besoin d'un cerveau. Mais si nous voulons que les gens aient confiance en nous, il nous faut aussi du cœur, pour comprendre comment vivent les personnes ordinaires et comment ces politiques affectent leur vie. Si nous gardons la confiance des gens, ils vont soutenir tout ce que nous faisons et seront prêts à faire des efforts. Mais si nous agissons sans nous préoccuper des gens, nous allons rapidement nous retrouver dans la situation du début des années 90. Je viens de vous expliquer ce que ça voulait dire pour un Russe. Et la deuxième citation est plus politique. En utilisant les mots de Nicolas Berdyaev, le philosophe russe, le sens du conservatisme n'est pas d'empêcher le mouvement vers l'avant et vers le haut, mais d'empêcher le mouvement vers l'arrière et vers le bas, vers l'obscurité, le retour à la situation initiale. Merci de m'avoir écouté si longtemps.
il y a peut-être quelques questions. Je pense que vous ferez un plaisir d'y répondre. D'essayer d'y répondre, certainement. Après, vous viendrez jeter un coup d'œil au livre dont vous êtes le coordinateur, Le siècle Russie. Auteur de 60% du livre. 60% du livre. Alors, il n'y a que 4 exemplaires. L'attaché de presse était retenu, tout simplement grève de RER. Ah, la ligne A, c'est Bon. un piège. Alors, c'est Hélène qui va la remplacer, celle qui prendra l'argent et les commandes. Alors, vous avez la possibilité soit d'avoir le livre jeudi prochain Au dialogue franco-russe. alors c'est avenue des Champs-Élysées ou Le dialogue franco-russe, 120 Champs-Élysées. Nous avons une réunion de présentation du livre qui aura lieu de 18h30 à 20h, comme toutes nos réunions mensuelles. Je vous rassure tout de suite, je parlerai très peu jeudi prochain, puisque je serai entouré de 3 personnes qui figurent dans ce livre. Il y aura le directeur général de Total Russie, Jacques de Boissaison, qui a donné un témoignage pour la première partie du livre. Il y aura Frédéric Pardet, qui est directeur des grands travaux de la SNCF pour la Russie et la CEI, qui a aussi donné un témoignage. Et le prince Troubetskoï, qui a écrit le chapitre qui s'appelle « Les relations franco-russes dans l'histoire et la culture ». Et je serai le 4e.